Voilà, donc d'abord introduisons le projet de table ronde des COG alumni, enfin des alumni plus spécifiquement. C'est un projet qui est animé aujourd'hui par la Fédération française des étudiants et des jeunes actifs en sciences de la cognition et qui s'inscrit, dont je suis représentante en partie puisque j'appartiens au pôle pro et formation de la Fresco. Et dans ce cadre, on mène 2 projets qui sont un peu connexes à la table ronde qu'on anime aujourd'hui. Il y a d'abord le COG Alumni, qui est un registre dans lequel on référence et on répertorie les profils jeunes actifs, les profils chercheurs qui sont passés par des formations en sciences de la cognition. Et depuis 2 saisons maintenant, donc 2 années, ce qui correspond à 2 années, on anime un autre format qui s'appelle le Salon des métiers et qui consiste à animer des webinaires et des podcasts pour présenter les débouchés des formations en sciences cognitives. Donc, pour ce forum à Paris, comme pour d'autres qui ont lieu auparavant, on vous propose une table ronde qui réunit aujourd'hui 4 alumni qui ont des profils un petit peu hétérogènes, si je peux le dire comme ça. Donc, on va retrouver dans cette table ronde Stefano Palminteri, qui est chercheur en neurosciences cognitives et computationnelles et qui dirige aujourd'hui son équipe de recherche. Je vous laisserai vous introduire plus exhaustivement. J'introduis juste vos noms. Michael Worms-Heminger, qui est chercheur en recherche et développement dans une start-up du numérique et qui a un profil plutôt orienté santé, en tout cas des études plutôt dans ce domaine-là. Sophia Richard, qui a monté son association et qui fait de la vulgarisation scientifique après un master en neurosciences à Paris-Sorbonne. Et Tranham Niem, qui est actuellement postdoctorante à l'université de Stanford, donc un profil plutôt recherche. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on soit sur quelque chose qui est assez interactif, au sens où il ne faut pas hésiter et pas attendre la fin de la table ronde pour poser vos questions. Donc on fera circuler le micro quand vous avez des questions, ou on peut aussi faire le perroquet si vous êtes timide. Et ce que je vais proposer, c'est d'abord qu'on refasse un petit tour de chacun des protagonistes pour qu'ils se présentent plus exhaustivement. Écoutez, honneur aux femmes. Sophia, tu veux commencer ? Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Sophia. Du coup, j'ai fait un master en neurosciences à Sorbonne Université qui s'appelle le master biologie intégrative et physiologie, si certains le connaissent. Et j'ai décidé de ne pas forcément continuer professionnellement dans le monde scientifique, donc je travaille à la vie étudiante toujours à Sorbonne Université. Donc j'accompagne des assos et je développe des projets. Mais à côté de ça, pendant mes études, j'ai créé une asso de vulgarisation scientifique et c'est dans cette asso-là que je continue mes activités de vulgarisation et donc je continue un petit peu à rester active dans le monde scientifique. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Tran Anne, donc j'ai à la base une formation en physique. J'ai appris la physique à l'université de Cambridge en Angleterre. Puis après, je suis rentrée au COG Master en filière modélisation. Donc, j'essaye d'expliquer, de modéliser comment est-ce que les neurones interagissent dans le cerveau pour expliquer l'émergence de fonctions cognitives comme la vision, la conscience, la mémoire. Et donc, je viens de défendre ma thèse il y a une semaine à l'École normale supérieure à Paris. Et puis, je vais commencer très bientôt un postdoc à l'Université de Stanford aux États-Unis, donc, où je vais travailler plus dans des questions applicatives et sur des maladies comme entre autres la maladie d'Alzheimer. Bonjour, donc je suis Mickaël. Moi, j'ai un parcours plus en psychopatho et en neuropsy au départ. Puis j'ai fait le COG Master en filière psychocognitive, avec plus des stages, on va dire, cliniques. Je bossais surtout sur des mécanismes dans des pathologies, notamment les pathologies des ganglions de la base. Moi, c'est les structures surtout sous-corticales qui m'intéressent. Et voilà, après, j'ai bossé dans le conseil, puis j'ai fait une thèse de santé publique dans le réseau fondamental qui a des centres experts sur plusieurs pathos en France. Donc, moi, j'ai fait ma thèse au CMP de Versailles. Je faisais de la modélisation sur des cohortes de patients bipolaires et schizophrènes, la modélisation du devenir sur la base d'évaluation en fait, longitudinale. Et aujourd'hui, j'ai quitté le monde universitaire et je bosse dans une start-up qui développe des applications mobiles pour la prise en charge des addictions. Donc voilà, c'est Stefano. Si je suis là, c'est parce que je suis alumnus du master BIP, Biologie intégrative et physiologie, parcours en neurosciences cognitives et comportementales.
que j'ai intégré au M2 parce qu'avant j'avais un master déjà en biotechnologie pharmaceutique. Bon, ce n'est pas du tout les domaines dans lesquels finalement je fais ma recherche. Ensuite, une thèse à la Salpêtrière avec beaucoup d'études de imagerie fonctionnelle et comportement chez des patients. Et après des postdocs, donc maintenant je dirige une équipe au DEC, au département d'études cognitives, sur l'étude de l'apprentissage par renforcement et la prise de décision chez l'homme, en faisant des manips comportementales, essentiellement aussi de la modélisation computationnelle de ces comportements. Alors, merci. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde un petit peu ce que vous faites au quotidien dans votre métier, et pour qu'on se représente bien les choses, que je peux vous demander, ce que j'aimerais vous demander, c'est à quoi ça ressemble une semaine type pour vous dans votre quotidien professionnel. Pareil, on peut refaire peut-être pour que ce soit plus facile pour chacun de se représenter. On peut commencer dans le même ordre. Ouais, okay. Dans le même ordre, ouais. Une semaine type. Alors moi personnellement, comme j'ai une vie associative et une vie professionnelle, la semaine type, elle n'est pas tout le temps type, mais du coup, j'ai des horaires classiques parce que je suis dans la fonction publique. Donc je suis en université, je travaille 38 heures par semaine, voilà, semaine type. Ça dépend des périodes, mais en gros, le gros de mon travail, c'est d'accompagner les étudiants qui développent des associations et d'accompagner aussi les étudiants dans des projets entrepreneuriaux. Enfin, dès qu'ils veulent monter un projet, c'est les rediriger vers les bonnes personnes. Et aussi m'occuper d'organiser avec mes collègues les événements de rentrée, les remises de diplômes, et d'organiser aussi des projets qui vont lutter contre l'autocensure par rapport à l'université, notamment les cordées de la réussite, où on met en lien des collèges, lycées avec des universités prestigieuses pour leur montrer que c'est accessible à tous. Et dans mon quotidien associatif, donc je suis présidente de Je Science Donc Je Suis, donc je gère une asso où on fait du contenu média et des ateliers de médiation scientifique, donc un journal, des podcasts et des ateliers. À côté de ça, je suis aussi trésorière d'un réseau national d'associations étudiantes qui s'appelle AnimaFac, si certains connaissent. Et donc dans mon quotidien, c'est en fait la journée le boulot et le soir le week-end l'associatif. Et à côté de ça aussi, j'ai des activités en freelance, notamment en rédaction d'articles de vulgarisation scientifique et en com scientifique. Voilà. D'accord, donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont à peu près une semaine type. Pour moi, ça fluctue beaucoup. Il y a des semaines où on travaille énormément, du genre des semaines où on prépare pour des conférences ou des délais pour soumettre des articles et des choses comme ça, et des semaines où on est beaucoup plus flexible, où on va aller, par exemple, écouter des séminaires d'autres personnes, savoir aussi ce qui se passe d'une manière plus large dans le domaine. Donc, comme je fais de la modélisation, donc il y a une partie de mon travail, c'est la modélisation mathématique. Donc, j'écris des équations sur un tableau, sur un bout de papier, voilà. Et une autre partie, c'est la modélisation plus informatique. Donc, j'écris du code et c'est ça qui va prendre une partie plutôt importante de mon temps. Mais après, on fait de la modélisation, on ne fait pas de la modélisation dans le vide. Le but, c'est de refléter des choses qui sont réelles, qui sont palpables. Donc, on va beaucoup collaborer avec des expérimentateurs. Donc, je dois passer pas mal de mon temps à dialoguer avec les expérimentateurs, donc à me déplacer, ou maintenant, depuis l'ère de Zoom, donc de leur parler par Zoom. Et c'est quelque chose où on doit un peu adapter aussi notre langage en tant que physicien, que mathématicien, pour pouvoir expliquer ce qu'on fait à des gens qui travaillent avec des animaux, qui travaillent avec des sujets humains ou des patients, et eux, ils vont aussi nous expliquer ce qu'eux, ils font pour qu'on arrive à analyser leurs données. Et finalement, je travaille aussi avec beaucoup de collègues, notamment récemment avec des étudiants qui sont un peu plus débutants. Donc, je passe au moins plusieurs heures, je dis 1 ou 2 jours au plus par semaine, à former, un peu à transmettre des connaissances et des méthodes à ces étudiants-là. Après, voilà, on passe beaucoup de temps à lire aussi, à écrire des articles, parce que notre productivité en tant que scientifique, au final, c'est les articles qu'on écrit. Donc, je passe du temps à faire ça, à aller à des séminaires, présenter, écouter les séminaires des autres aussi. Et puis, finalement, on fait aussi un peu de vulgarisation. Donc, parfois, participer à des vidéos, des tournages, écrire des articles de vulgarisation. Voilà,
des choses comme ça. Et ça s'étale un peu de manière flexible autour de la semaine. Voilà, on organise notre temps. Ça dépend beaucoup des semaines, donc ce sera difficile de définir la semaine type, mais une grande variété d'activités dans ce genre-là, quoi. Bonne question. Du coup, dans les startups, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a pas mal de rôles différents, on remplit pas mal de missions. Comme on est dans des équipes qui sont assez réduites, on doit être assez multitâche. Donc la semaine type, elle n'existe pas vraiment. Donc on est un peu à cheval sur plein de missions différentes. Pour ma part, ça va être développer des partenariats avec des structures de soins en addicto, des partenariats avec des labos de recherche. Donc voilà, c'est après, une fois que les partenariats sont noués, il faut écrire les protocoles, il faut les soumettre au CPP, etc. Faire le suivi un peu des études. On fait aussi des études en interne. Du coup, on analyse les données des utilisateurs pour voir si l'application fonctionne, qu'est-ce qui est utilisé comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Donc il y a toutes ces fonctionnalités aussi, toute cette fonction donc de recherche interne, donc vraiment de R&D pure. Après, on a pas mal de contenu aussi d'éducation thérapeutique pour les addictions. Donc, on a un site avec pas mal d'articles du coup de vulgarisation. On a pas mal de contenu aussi dans l'application. Donc, en fait, tout ça, il faut les écrire. On a ce rôle de rédaction un peu médical et scientifique, donc pour faire de la vulgarisation, pour expliquer aux personnes ce que c'est l'addiction, ce que c'est la nicotine, etc. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plein de choses. En fait, c'est toujours la question compliquée quand on me demande ce que je fais de mes journées. En fait, j'arrive même pas à me souvenir à la fin de la journée. mais ouais, donc du coup, les deux principales missions, c'est ça, c'est les partenariats scientifiques et du coup la R&D. Après, on intervient aussi pas mal dans des congrès d'addicto, de tabaco, de e-santé. Donc il y a tout ce rôle de présentation aussi de ce qu'on fait, aussi un rôle de plaidoyer pour la e-santé qui est quand même pas très très développé en France aujourd'hui. Donc il y a aussi ça. On s'est regroupé sous forme de collectif avec d'autres startups du domaine de la santé mentale pour avoir ce rôle de porter un message qui est il faudrait peut-être aller un peu plus loin là, dans ce sens-là, ou au moins faciliter la tâche, parce que c'est extrêmement compliqué de faire de la recherche en fait, sur des startups. Typiquement, quand il te faut un essai clinique, il faut figer en fait, l'application. Une application, au bout de 2 semaines, elle est obsolète. Pour un essai clinique, il faut 3-4 ans figer une appli. En fait, c'est pas possible en fait. Donc il y a pas mal d'aménagements en fait, qu'on essaie de pousser pour faciliter un peu la vie des entrepreneurs dans ce domaine-là. Et à côté, j'ai aussi un engagement associatif. J'ai créé une asso l'année dernière qui s'appelle Place des Sciences, avec laquelle on fait de la vulgarisation et de la médiation sur la santé mentale. Parce que moi, j'ai vraiment un parcours vraiment qui est vraiment très orienté psychiatrie au départ. Et voilà, on produit un podcast qui s'appelle Les mots bleus sur les troubles psy, avec un message de promotion du rétablissement et promotion de la prise en charge pour porter le message d'espoir en fait, pour changer le regard en fait, sur la santé mentale qui est habituellement très négatif et permettre aux personnes de retrouver un peu l'espoir et de se dire qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a une issue aussi à la fin. Voilà, donc moi, je vais un peu expliquer ma semaine type de façon un peu plus séquentielle, parce que, bon, une chose que je peux dire, dans le temps, c'est devenu important pour moi de bien m'organiser pour ne pas être perdu dans les différentes tâches. Donc, les lundis commencent avec la réunion d'équipe, où typiquement, un des membres de mon équipe présente soit de la recherche en cours, soit un article qui vient d'être publié, etc. Et ensuite, la journée s'enchaîne avec des rendez-vous. Donc, le lundi, fin de matinée, après-midi, c'est un des slots par semaine dans lesquels je vois des gens, donc ça, les membres de mon équipe, des collaborateurs. Ensuite, les mardis, c'est la journée où j'essaie de caler toutes les choses un petit peu pénibles qu'un directeur d'équipe doit faire. Donc, par exemple, l'administration, l'écriture des grants. Aussi, je suis éditeur dans certains journaux, donc j'ai aussi de prendre en charge l'édition, le reviewing, les choses comme ça. Et en théorie, dans le monde idéal, les mercredis et les jeudis, c'est des journées je voudrais dédier entièrement à la recherche au sens propre. Dans mon cas, c'est donc surtout beaucoup, pour les coups, plus de lecture et écriture, surtout. Mais aussi, je garde certains projets dans lesquels je suis l'analyste principal, ou en tout cas, je fais des analyses pour ne pas perdre complètement la main. Et ensuite, on arrive à vendredi. Vendredi, c'est aussi une journée dans laquelle il y a une réunion, donc une réunion un peu plus large avec d'autres équipes. Aussi, soit un journal club, soit une présentation de recherche en cours. C'est un peu les réunions générales de notre laboratoire. Plus aussi des rendez-vous, ce qui me permet plus ou moins dans une 2 semaines de voir tous les membres de mon équipe. C'est 8-9 personnes, au moins une fois. Dans la partie, souvent la partie un peu pénible déborde d'une journée à une journée et demie, donc évidemment ça dépend un peu des périodes, des deadlines, souvent on court après cette deadline à l'autre.
Et on peut compter dans la partie recherche aussi les temps qui est passé en conférence ou invité dans des départements, etc. Donc, les dernières 2 années, évidemment, c'était pas très présent parce que tout ça se faisait en ligne, mais là, ça recommence. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'organise ma semaine. Merci. Bon, je vois que vous avez tous une manière assez différente d'organiser vos semaines. Est-ce que vous pourriez nous décrire un projet sur lequel vous avez travaillé ou sur lequel vous travaillez actuellement que vous aimeriez partager avec notre public? Oui, tu as besoin de réfléchir. Je peux commencer si tu veux. Actuellement, donc, là, la startup pour laquelle je travaille développe depuis 2017, depuis 2012 en fait, une application pour le sevrage tabagique. Et là, on commence à travailler sur l'alcool aussi. Donc, c'est le gros projet de cette année, de commencer à travailler sur la réduction des risques liés à la consommation d'alcool. Donc, voilà, c'est un gros projet parce qu'en fait, on est dans un pays qui consomme quand même beaucoup d'alcool. On est le 6e pays de l'OCDE en termes de consommation. L'alcool est très banalisé. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas l'impression de faire un comportement qui est néfaste pour leur santé. En fait, très peu de gens savent que l'éthanol qui est dans l'alcool est cancérigène. C'est un cancérigène avéré, tout comme les goudrons dans la cigarette. Et en fait, c'est un gros projet qui mêle plein d'aspects différents. Parce que comme on est une entreprise qui est aussi internationale, on est traduit en 16 langues. En fait, il y a beaucoup de particularités selon les différents pays de cette relation à l'alcool, cette relation au tabac, la taxation qui est différente aussi, qui peut influer sur les comportements, les types d'alcool qui sont consommés, les générations qui consomment ne sont pas les mêmes. Donc c'est super intéressant de travailler là-dessus parce qu'en fait on se rend compte qu'on parle de réduction des risques liés à la consommation d'alcool, mais en fait ça veut tout et rien dire parce qu'il y a tellement d'alcool différents, tellement de manières de consommer différentes. Au Royaume-Uni ça va être du binge drinking des jeunes, en France ça va être plus les personnes âgées qui vont consommer à chaque repas, ça va être des choses totalement différentes. Donc voilà, essayer d'intégrer tout ça en fait dans un programme commun, c'est assez intéressant en fait de travailler là-dessus parce que ça implique pas mal de choses, pas mal de recherches qui sont un peu j'allais dire transculturelles en fait, parce que la relation française à l'alcool c'est pas la même que la relation allemande à l'alcool. Donc c'est le gros projet de cette année. Je peux continuer peut-être? Oui, bien sûr. Voilà, donc je vais mentionner un projet. Il se trouve qu'on a aussi produit une vidéo de vulgarisation qui peut être trouvée dans les sites du DEC et dans les sites, mon site personnel. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, après pourront les regarder pour avoir une idée un peu plus concrète. Donc voilà, les fonds de commerce dans mon équipe, ça étudiait l'apprentissage et la prise de décision. On l'avait fait typiquement des tâches dans lesquelles les sujets... donc nous on travaille chez les humains, il doit apprendre tout seul. Et puis à un moment donné, je m'étais posé la question, mais comment est-ce qu'on pourrait ajouter l'imitation, comment est-ce qu'on pourrait modéliser aussi un processus d'apprentissage social dans ce même contexte. Donc typiquement, quand on a une idée comme ça, d'abord c'est un petit peu vague, ensuite après l'idée générale, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de dessiner à la fois une hypothèse. Et donc en fait, c'est un set d'équations mathématiques qui pourrait décrire comment est-ce que ce processus pourrait se passer. Et après, on élabore un test comportemental qui pourrait tester ces hypothèses. Donc bon, il y a quelques années, du coup, avec un étudiant, Emmanuel Bonnet, d'ailleurs aussi alumna maintenant du CogMaster, mais qui travaille maintenant à Marseille en thèse. On a fait des expériences. Après, ensuite, avec un postdoc, Anis Najjar, qui avait fait une thèse en robotique, il a continué les analyses. Et donc, du coup, on a découvert que l'imitation, dans les contextes au moins de notre expérience, ça s'est passé d'une certaine façon, décrite par des équations qu'on appelle value shaping, mais qui n'est pas très important. Mais bon, en tout cas, c'est pas très important maintenant. Mais du coup, c'est une idée nouvelle qui n'était pas proposée dans la littérature. Et ensuite, on l'a publié donc, dans une review, et après on a fait l'effort de vulgarisation en essayant de connecter avec l'office presse de l'école normale, de l'INSERM, qui est mon institution, d'où les petites initiatives de communication que vous trouvez. Mais ce qui est intéressant aussi à dire juste brièvement, c'est que voilà, typiquement, un projet scientifique, ça ne s'arrête pas à la première publication. Donc maintenant, la première chose est établie. Et donc là, par exemple, il y a une autre étudiante qui est arrivée dans le laboratoire. J'avais commencé un petit peu tout seul. Et puis maintenant, on va développer ces projets. On essaie de voir justement purement d'un point de vue mathématique ou de simulation, est-ce que la façon dont ces sujets imitent dans nos expériences, elle est optimale ou pas. Donc du coup, là, ça ne sera plus des expériences, en tout cas pas à ce stade-là. Là, on va plutôt jouer avec l'ordinateur, essayer de faire plein de simulations pour essayer de comprendre si la façon
dont on a décrit les comportements chez les êtres humains, il a des propriétés bénéfiques, et si oui, dans quel contexte? Et ça illustre bien le type de dialogue qu'il y a dans mon équipe entre expérimentation d'un côté théorie, des fois ça peut aller dans l'autre sens, des fois ça va dans ce sens-là, mais bon, l'idée c'est de façon ultime quand même aller tester les idées dans la réalité, donc en faisant des expériences, mais toujours avec des passages dans lesquels on arrête, on commence à faire plutôt des élaborations un petit peu théoriques. Et puis voilà, aussi la chose importante, je pense à partager avec d'autres personnes, c'est l'idée, souvent un projet n'est jamais fini au sens complet, parce que qu'est-ce que ça fait? Une réponse, ça crée de nouvelles questions, et donc hop, un nouveau projet commence derrière. Oui, donc merci pour avoir présenté ces projets qui sont très différents et aussi très intéressants. Donc, je travaille sur beaucoup de projets sur des questions assez différentes. Il y en a une qui est peut-être, ça concerne tout le monde. Je pense que tout le monde, ça arrive à tout le monde de dormir. Donc, c'est quelque chose qui peut concerner pas mal de gens. Vous savez que dormir, c'est quelque chose qui aide à consolider la mémoire. Par contre, être anesthésié, par exemple, ça n'aide pas à consolider la mémoire. Et pourtant, si on regarde l'activité du cerveau dans ces deux états, c'est une activité qui est très similaire, qui est en ondes lentes. C'est-à-dire qu'on a des périodes avec beaucoup d'activité, des périodes de silence, des périodes avec beaucoup d'activité et des périodes de silence qui alternent. Et ce qui a été fait, par exemple, c'est d'étudier l'anesthésie chez les animaux comme modèle du sommeil, puisque c'est facile de contrôler les états, la profondeur de l'anesthésie. Et on remarque que chez l'animal, si on a une période de silence qui est longue, après on va avoir une période d'activité qui est aussi longue. Et ce que j'ai fait simplement, c'est de regarder chez l'humain pendant le sommeil, est-ce que c'est le cas? Et en fait, on a trouvé que c'était le contraire. Si on a une période d'activité de silence qui est longue, on va avoir une période d'activité après qui est courte. Et comme je fais de l'analyse de données, après je peux me poser la question, est-ce que c'est parce que c'est de l'humain versus de l'animal, ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment le sommeil et l'anesthésie? Du coup, je suis allée chercher des données de rats, de singes, de souris, de chats. Puis j'ai trouvé à chaque fois, pendant le sommeil, on a le même pattern. Pendant l'anesthésie, on a un pattern différent. Donc, indépendamment de l'espèce, on a trouvé quelque chose que les gens ne savaient pas avant, que l'activité du cerveau est différente pendant le sommeil et l'anesthésie. Donc après, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'est-ce qui est la cause de ça? C'est quelque chose qu'on a essayé de prédire dans un modèle. Donc dans un modèle, on a plein de paramètres. On peut écrire quel est l'effet de différentes molécules, par exemple, sur l'activité du cerveau. Et on a trouvé en particulier qu'il y a une molécule qui s'appelle l'acétylcholine, qui va être responsable de cette différence. Donc, dans le modèle, quand on change la concentration de cette molécule, on peut avoir des dynamiques qui ressemblent à l'anesthésie et des dynamiques qui peuvent ressembler au sommeil. Et aussi, quand on perturbe le modèle, donc si on pense par exemple à une personne, si on la coupe avec un scalpel pendant qu'elle est anesthésiée ou pendant qu'elle dort, il y a des conséquences quand même qui sont différentes. Et dans le modèle, on a réussi à perturber le modèle et à voir l'encodage de cette stimulation qui est de manière beaucoup plus longue dans le temps, donc qui permet beaucoup plus de consolider la mémoire pendant la dynamique qui ressemble au sommeil, donc en présence de l'acétylcholine, par rapport à la dynamique qui ressemble à l'anesthésie, donc en absence de cette même molécule. Donc c'est très bien, on peut prédire des choses dans un modèle, mais est-ce que c'est vrai dans les manips? Et à ce moment-là, on a commencé une collaboration avec une équipe qui fait du travail in vitro. Donc c'est des tranches d'un cerveau d'une souris qu'on met dans une solution et on met une électrode dedans. Et donc nos collaborateurs, ils peuvent réussir à enregistrer l'activité dans cette électrode. Et on a quelque chose qui va augmenter, fluctuer, diminuer à travers le temps, comme dans le sommeil et l'anesthésie. Et en rajoutant cette molécule l'acétylcholine donc dans la solution, on a trouvé qu'on peut faire une transition de dynamique qui ressemble à de l'anesthésie à des dynamiques qui ressemblent au sommeil. Donc ça veut dire que notre modèle, il a réussi à prédire et à isoler des mécanismes qui sont intéressants. Alors après, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? On peut remarquer par exemple que cette molécule, c'est aussi une molécule qui est moins produite chez des patients qui sont atteints d'Alzheimer. Et comme vous le savez sans doute, l'Alzheimer, c'est une pathologie avec des troubles de la mémoire et aussi du sommeil. Donc, déjà, avec ce qu'on a fait grâce à notre modèle et à nos manips, on peut
mieux comprendre quels sont les liens entre ces différents symptômes de la maladie, donc les symptômes qui sont vraiment très moléculaires, très microscopiques, et les symptômes à l'échelle humaine, c'est-à-dire de la cognition, de la mémoire. Et on peut aussi, par exemple, utiliser ces dynamiques de l'activité cérébrale, donc la période des activités de basse activité et de haute activité, pour diagnostiquer, par exemple, et aussi pour prédire à l'aide de notre modèle quelles sont les thérapies, quels sont les traitements qui pourraient être optimisés pour chaque personne. Donc, c'est quelque chose que... donc, la première partie, jusqu'au manip et tout ça, et au modèle, c'est quelque chose que j'avais développé avant, mais comme Stéphano l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire, entre autres chez des patients, faire des mesures chez des patients et aussi faire des tests en espérant pouvoir appliquer vraiment au diagnostic et au traitement. Alors moi du coup j'étais en train de réfléchir à ce dont j'allais parler parce que il y a pas mal de choses qui fusent en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a une chose que j'avais arrêtée par manque de temps, c'était de rédiger des articles pour le journal de mon asso, et ça fait à peu près 3-4 semaines que je suis en train de bosser sur un ensemble d'articles sur certains troubles psy mais qui sont mal vus, notamment les troubles dissociatifs de l'identité. Et donc, je travaille sur la recherche de personnes à interviewer, de proches de personnes malades à interviewer, et aussi derrière de préparer des articles qui déconstruisent un peu toutes les idées reçues et tout ce qu'on peut lire de ce que les gens pensent de ces troubles, dont certains pensent que ça n'existe pas. Donc, l'idée, c'est un peu d'expliquer tout ce qui se passe derrière, de bien déconstruire chaque concept autour de ces troubles-là et de faire parler des personnes à l'écrit qui sont soit victimes de ces troubles, soit des personnes qui vivent avec des personnes qui ont ces troubles-là. Donc je pense que ça va me prendre quelques mois, mais du coup, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Merci. Alors, nos invités ont abordé des choses plus ou moins complexes. Alors, je me permets de vous demander si vous avez déjà des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été comprises, en fonction aussi de votre niveau de culture en sciences cognitives. C'est vrai que ça peut être plus ou moins facile. Bonjour. Je voulais savoir, par rapport aux différents thèmes de recherche que vous avez pu étudier, quelles étaient les applications dans l'industrie ou alors dans le domaine de la santé les plus prometteuses par rapport à ces différents thèmes de recherche auxquels vous avez pu être confrontés. C'est une bonne question. Parce que les différents projets de recherche sur lesquels j'ai été pendant mes études s'intéressaient quand même pas mal à des mécanismes un peu fondamentaux dans des pathos. Donc ça sert plus à la compréhension des troubles qu'à être appliqué en fait au niveau industriel. Typiquement, j'ai bossé sur le sommeil aussi. On étudiait en fait l'intégrité de certaines structures pour prédire en fait la maladie de Parkinson avec un indicateur qui était le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc il n'y a pas vraiment d'application concrète dans l'industrie, sauf si on arrive à trouver une molécule qui permet d'arrêter la dégénérescence en fait, de la substance noire, mais à cette heure-ci, on ne sait pas faire. Après, j'ai bossé sur l'impulsivité aussi, donc c'est vraiment plus des mécanismes cognitifs on pourrait peut-être développer des interventions de remédiation, des choses de ce type-là. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas prévu non plus. Pendant ma thèse, je faisais de la modélisation sur des déterminants notamment cognitifs, sociaux, médicaux, biologiques, sur des pathologies mentales. À part de l'adaptation de prise en charge qui pourrait être proposée, il n'y a pas grand-chose non plus au niveau industriel qui peut être fait. Là, ce que je fais maintenant, c'est vraiment appliqué. Donc là, pour le coup, il y a vraiment, de base, en fait, c'est un postulat industriel qui s'appuie sur la santé. Mais voilà, donc après, c'est le traitement des addictions. Il y a aussi
toute la question de les différents types de dépendance, la dépendance physique qui peut être traitée typiquement pour la nicotine avec des substituts nicotiniques, mais il y a le pendant aussi comportemental, le pendant psychologique, et c'est là-dessus qu'on essaie d'intervenir justement en utilisant les méthodes cognitives et comportementales. Donc voilà, c'est peut-être plus là-dessus en fait. Je rejoins aussi Stéphano sur ce qu'il fait parce qu'il travaille aussi sur le renforcement, etc. Du coup, typiquement, je pense que moi, à titre personnel, ce sur quoi Stéphano travaille, c'est quelque chose qui pourrait être appliqué justement dans ce type d'application pour traiter, en tout cas pour prendre en charge, pour accompagner des personnes avec des troubles justement qui impliquent les réseaux de renforcement et d'apprentissage. Je rebondis juste rapidement parce que voilà, il y a un lien. Donc effectivement, dans ce que j'étudie, c'est donc des modèles d'apprentissage et de prise de décision. Il y a un lien possible avec comment est-ce que cette compréhension peut améliorer certains types de thérapies. Ensuite, nous, dans l'équipe, bon, ça reste mon équipe hautement recherche fondamentale de façon primaire. Néanmoins, voilà, des fois, on étudie des patients pour voir est-ce qu'on peut mettre en évidence ce qu'on appelle des marqueurs comportementaux, donc qui pourraient après être utilisés, par exemple, comme mesures supplémentaires dans des essais cliniques. J'ai un petit peu fait ça. À un moment donné, j'ai consulté pour Pfizer pour une étude clinique où justement il y avait cette idée-là. Ensuite, on est en train de développer avec d'autres collaborateurs, notamment Boris Gutkin et d'autres, ce qu'on appelle un système de simulation multi-agents, donc dans lequel, en gros, il y a plein d'agents virtuels qui font des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Dans notre cas, c'est un simulateur de marché financier. Et du coup, on essaie de voir si on met dans ces agents les biais cognitifs que moi, j'ai découvert dans mon équipe, est-ce que ça peut expliquer certaines inefficiences des marchés financiers? Donc, ce n'est pas encore vraiment une application qu'on peut vendre à l'industrie, mais l'outcome de la recherche est plutôt appliqué. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y a des crashs financiers, par exemple, ce genre de choses. In fine, quelque chose que voilà, je vais un petit peu pousser dans mon équipe, même si c'est un peu risqué exploratoire, c'est essayer de commencer à dialoguer ou faire quelques petites études, notamment celui dont je vous parlais, dans lesquelles on essaie de comprendre est-ce que les biais cognitifs qu'on décrit dans l'apprentissage par renforcement chez nos sujets peuvent améliorer les performances de système d'intelligence artificielle, en tout cas dans certains types de contextes. Voilà, ça reste un peu un long shot. D'ailleurs, aussi à contre-courant, avec toute la philosophie Deep Neural Net, etc., qui s'affiche un petit peu de la psychologie, va directement à l'efficience statistique. Mais voilà, ça sera un petit peu les trois pistes voilà, sur lesquelles on échange aussi avec d'autres gens qui ont des intérêts un peu plus appliqués. Moi, j'ai eu l'occasion de faire aussi une recherche où, quand j'étais en M2, j'ai fait un stage de M2 sur Alzheimer. Et en fait, on travaillait sur une forme d'Alzheimer à progression rapide qui, malheureusement, était souvent diagnostiquée, souvent, tout le temps diagnostiquée comme Creutzfeldt-Jakob et pas une forme d'Alzheimer. Et du coup, pendant 6 mois, j'ai bossé sur la recherche de marqueurs biochimiques de la protéine Tau qui pourrait venir différencier les formes d'Alzheimer rapide et les formes de Creutzfeldt-Jakob pour pouvoir distinguer. Et donc, dans l'idée, je pense que sur la poursuite de cette recherche-là, l'idée était de développer des outils diagnostiques pour justement diagnostiquer plutôt la maladie d'Alzheimer à progression rapide qui tuer en fait des personnes en moyenne au bout de 2 ans, donc beaucoup plus rapidement qu'une forme d'Alzheimer normale. Donc ça peut être aussi un exemple de recherche sur lequel il y avait un débouché potentiellement industriel. Je vais en profiter pour rebondir un peu là-dessus. Donc, dans ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour des formes de diagnostic parce que c'est des choses qui peuvent être mesurées en fait très facilement. Et il suffit d'une EEG, donc une électroencéphalographie où on met des capteurs électriques sur la tête des gens et de mesurer l'activité du cerveau, même spontanée, à travers le temps. Et on pourrait utiliser ça, par exemple, pour diagnostiquer les symptômes et la progression des symptômes chez les patients d'Alzheimer et peut-être même pour prédire, par exemple, chez des populations à risque, chez des populations où des parents, par exemple, ont souffert de la maladie d'Alzheimer pour pouvoir prédire s'il va y avoir des symptômes qui vont se développer et prévenir la personne, établir des médecines de prévention, etc. Après, voilà, on a beaucoup de choses dans ce genre-là aussi, c'est-à-dire l'identification de biomarqueurs par rapport à la dynamique du cerveau qu'on a réussi à
connecter à des choses plus causales et plus cognitives avec nos modèles. Donc, même par exemple avec des patients de Creutzfeldt-Jakob, réussir à stratifier quels sont les états de conscience. Donc, ça, c'est utile dans des choses comme le coma et pour, par exemple, communiquer avec les familles de gens qui sont atteints du coma, de pouvoir dire à quel état et comment est-ce que la maladie va progresser à travers le temps pour informer les familles, pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Donc, ça, c'est quelque chose où, par rapport à des articles que nous, on avait écrits, on est en train de préparer un grant dessus, de demander un financement européen dessus. Finalement aussi, au travers de nos études, on est amené à analyser beaucoup de données. Parfois, on crée des algorithmes qui peuvent être utiles à l'échelle plus grande dans des applications autres, des applications industrielles et des choses comme ça. Donc, ça nous arrive de créer des algorithmes, par exemple, d'apprentissage machine qui sont à la base adaptés pour traiter des données, des enregistrements du cerveau, donc des données neurales, et qui peuvent aussi être utilisées dans différents contextes. Voilà, dont des choses de machine learning qui sont très en vogue maintenant dans les hautes technologies. Donc, c'est aussi une des applications possibles de ce qu'on fait. Merci. C'était une question vraiment super intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui aimeraient aussi se lancer? Visiblement... Oui. Alors attendez, juste on vous donne un micro, ce sera plus simple. Merci. Merci pour vos présentations d'ailleurs, c'est très intéressant. J'aurais aimé savoir quelles étaient les sources principales de vos financements par rapport à vos différentes recherches. Je commence peut-être. Donc, les sources principales des financements dans le cas de mon équipe, c'est les financements publics. Donc, typiquement, l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui fait régulièrement des appels d'offres, de projets collaboratifs. Donc, pour l'instant, on est surtout financé par cet organisme. Ensuite, je bénéficie aussi des financements de la ville de Paris, qui crée des bourses pour les créations d'équipes, donc ça s'appelle le programme Émergence, donc c'est encore du financement public, et aussi de l'IRESP, qui est un institut santé publique. Donc voilà, pardon, j'oublie. Voilà. À part ça, donc après, il y a un petit peu des financements qui viennent des fondations privées. Donc typiquement, par exemple, la fondation Thyssen ou fondation Schlumberger, ce sont voilà, des fondations reconnues d'utilité publique, de ces gens qui étaient assez fortunés pour créer un fonds qui, tous les ans, avec les bénéfices, ils financent de la recherche. Et un tout petit peu de financement, ça vient des contrats de collaboration avec des privés, par exemple dans les cadres de thèses CIFRE, donc, dans lesquels on co-dirige un thésard avec une entreprise. Et dans ces cas-là, il y a un contrat qui est établi entre l'entreprise, la start-up et l'université, avec un versement de fonds, voilà, pas énorme, mais voilà, qui permet justement le développement de la recherche. Et ce qui est important, voilà, à signaler, c'est que quasiment toutes ces sources de financement, ce sont des sources compétitives. C'est-à-dire, il n'y a aucun financement qui est assuré de façon récurrente, ou très peu. Donc, nous, on a ce qu'on appelle une dotation annuelle de 15 000 € par équipe. Et encore, on est bien traité plutôt dans notre laboratoire, qui nous permet, quelques participations à une conférence, ou acheter les minimums de matériel, etc. Mais on ne pourrait clairement pas faire la recherche, d'autant plus que de plus en plus, quasi l'intégralité des salaires, y compris les salaires des doctorants en thèse, évidemment des postdocs et des ingénieurs, doivent être assurés sous les fonds de l'équipe. Et donc, du coup, ce sont des processus compétitifs dans lesquels, pour obtenir un financement, il faut statistiquement postuler à 3 financements en moyenne. Et donc, d'où c'est assez chronophage, voilà, et ça peut créer aussi le risque de discontinuité, parce qu'à un moment donné, dès qu'on a créé une équipe qui roule bien, on n'est jamais assuré qu'on pourra continuer à maintenir l'équipe, parce que comme les financements durent à chaque fois 3-4 ans, si par chance on n'en obtient pas, ça peut créer un trou d'air et du coup être très coûteux en termes de reconstitution de l'équipe après, etc. Voilà.
Alors de notre côté, on a aussi une sorte de micmac de financement. On a des financements à la fois publics. On travaille pas mal avec l'Institut national du cancer. On a un programme notamment pour le sevrage tabagique chez les lycéens. Donc du coup, on a un financement pour ce projet-là, un financement du ministère de la Santé et de l'INCa. On a un financement de l'ANRT aussi, qui est l'Agence nationale de la recherche technologique, je crois, qui finance une thèse CIFRE en fait, d'une psychologue qui travaille avec moi. Il y a le crédit impôt recherche aussi, du coup, comme moi je suis jeune docteur, donc j'ai soutenu ma thèse en 2020, donc je ne sais pas si vous connaissez le dispositif, quand un jeune docteur est recruté pour son premier CDI après sa soutenance de thèse, l'entreprise peut avoir un crédit d'impôt en fait, du montant du salaire en fait, du docteur, donc du coup ça fait aussi un financement public. Après on a une application qui est disponible en freemium, donc en fait elle est disponible gratuitement en grande partie, mais il y a aussi une partie avec abonnement qu'on peut prendre de manière facultative, on n'est pas obligé. Donc il y a ces recettes-là aussi, donc des recettes commerciales. Et on a des prestations d'entreprise aussi d'accompagnement au sevrage tabagique et à la réduction des risques liés à l'alcool. Donc du coup, c'est financé aussi du coup, comme ça par des ventes de prestations. Et après, c'est des levées de fonds classiques pour les startups. Voilà, des levées de fonds, des investisseurs qui n'ont pas de droit de regard sur ce qu'on fait dans l'entreprise. Hein. Ils ont pas, c'est des business angels, comme on appelle. Voilà, ils donnent des fonds et après, on en fait ce qu'on veut. Et du coup, vous leur vendez des parts, c'est ça ? Alors on est une SAS, mais on ne vend pas de parts à l'heure actuelle. Vraiment, c'est de l'argent qui est donné pour investir. Ouais. Oui, donc moi je suis actuellement financée par un financement national, mais qui est en fait de l'État suisse, parce qu'on collabore avec des labos expérimentaux en Suisse, et donc on fait de l'analyse de leurs données et aussi des modèles qui reproduisent et qui essayent d'expliquer et de prédire leurs expériences, de guider leurs expériences. Donc toute ma thèse a été financée dans ce financement d'une bourse qui s'appelle Synergia, qui est de l'État suisse. Et c'est un financement qui permet de faire tourner plusieurs labos, de payer des installations pour faire des expériences, et aussi plusieurs doctorants, dont moi et quelques autres. Avant ça, j'avais travaillé pour le Human Brain Project, qui est ce grand projet européen avec une bonne cinquantaine au moins de labos qui étaient pendant 10 ans, donc qui arrive maintenant à sa fin. Donc l'avantage sur ça, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de labos, donc on pouvait s'adresser à beaucoup de gens. Par exemple, si on fait des prédictions par rapport au modèle et qu'on trouve un autre labo dans tout le projet qui fait des choses reliées, c'était possible de les approcher, de faire une collaboration, aussi d'organiser des grandes conférences. Donc on a organisé des conférences à Paris en personne et aussi en ligne. Mais aussi, après les inconvénients, c'est derrière, on fait beaucoup d'administratif, beaucoup de coordination pour faire marcher un projet de cette taille-là. Donc voilà, c'est la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est des financements donc, publics, soit nationaux, soit européens. Après, par exemple, sur ce qu'on a commencé à faire sur l'Alzheimer, où on va aller enregistrer des gens et tester, par exemple, des stimulations donc non invasives, lumineuses, qu'on pense qui peuvent réduire les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Là, on travaille avec un accélérateur de start-up de la BNP Paribas qui va nous aider à acheter des équipements et donc pour enregistrer les patients et aussi qui nous a mis en contact avec un EHPAD, donc une maison de retraite qui va aussi nous fournir des gens, nous permettre de venir interagir et enregistrer l'activité cérébrale des patients. Voilà. Merci. Je vois que l'heure tourne, donc il nous restera un petit peu de temps pour quelques questions, mais pour moi, au moins une dernière. Est-ce que vous auriez des conseils à adresser aux personnes qui nous écoutent ou aux étudiants en sciences cognitives pour suivre peut-être une trajectoire comme la vôtre ? Moi, je dirais juste un conseil, écouter ce qu'on veut faire, en fait, tout simplement. Enfin, moi, j'ai eu un parcours très... J'ai commencé par la médecine, ensuite je suis allée en sciences pour la santé, ensuite je suis allée en neurosciences. Après, j'ai fait une année de césure, j'ai développé mon asso, ma deuxième asso, puisque j'avais déjà créé une asso avant.
Et quand j'ai découvert le monde associatif, je me suis rendu compte que j'aimais plus faire de la vulgarisation scientifique que de la recherche dans les sciences. J'ai quand même fini mon M2 en plein Covid, mais je l'ai fini. Et après, j'ai voulu développer une start-up. Donc, je suis partie une année en étudiante entrepreneur au CELSA, je ne sais pas si vous connaissez, avec Pépites, Sorbonne Université. Et j'ai fait de la vulgarisation scientifique dans les écoles primaires. En fait, dès que j'avais des opportunités, je les prenais et je me disais, adviendra qui pourra, on va voir ce que ça va donner. Et j'aurais jamais pensé un jour passer les concours pour être fonctionnaire. Vraiment, c'était un truc qui me repoussait totalement. Donc vraiment, écoutez ce que vous voulez faire. Et puis si à un moment vous vous rendez compte que ça vous plaît pas ou qu'il vous faut changer, en fait, il faut tout simplement changer. Et si vous voulez tester quelque chose, prenez le risque parce qu'au pire, vous n'avez rien à perdre. C'est tout ce que je peux dire. Moi, j'ai envie de plus soyer ce que tu dis, parce que c'est effectivement ça. Les sciences cognitives, c'est quelque chose qui est extrêmement large, extrêmement vaste. Ça regroupe plein de disciplines différentes. Et en fait, ces compétences, elles sont très valorisées dans plein de domaines différents. Typiquement dans le domaine de la santé, dans le domaine du conseil, dans le domaine de la stratégie, dans le domaine de la communication. Ça peut servir vraiment dans pas mal de choses. D'un côté, c'est bien parce que du coup, ça permet aussi ce papillonnage de voir un peu ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît pas aussi. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi assez perturbant. Du coup, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça a été très compliqué pour moi de savoir ce que je voulais faire, justement, parce qu'en fait, on a tellement de possibilités on est vraiment dans le cas d'école de l'embarras du choix. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'en fait, on prend jamais le temps en fait pendant ces études de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment si vous vous engagez dans cette voie-là, sachez que toutes les portes vous sont ouvertes essayez le maximum de choses comme vous pouvez par des stages, par des VIE, enfin, je ne sais pas quel format ça peut prendre, mais voilà, essayez plein de trucs et sachez qu'il n'y a pas de porte fermée, en tout cas, gardez bien ça à l'esprit en tout cas. Oui, donc évidemment, je suis très d'accord avec ce qui a été dit déjà, parce que moi, je viens vraiment juste de soutenir ma thèse. Je suis peut-être à une période un peu plus jeune de ma carrière, et même si on me demande maintenant qu'est-ce que je vais faire même dans 5 ans ou quelque chose, je suis pas entièrement sûre. Je veux dire, il y a plein de portes qui restent ouvertes, et même à des chercheurs, même un niveau de carrière plus avancé. On peut rester dans la recherche, faire des choses très fondamentales, faire des choses plus appliquées, plus cliniques, et aussi aller travailler dans des startups, aller enseigner. Enfin, il y a beaucoup de choses très différentes qu'on peut faire. Et moi, pour ma part, je préfère ne pas me fermer des portes et vraiment de considérer toutes les options qui restent possibles. Et même en général, je dirais de ne pas forcément avoir peur, de ne pas avoir de plan de ce qu'on veut faire dans 5 ans, de ne pas savoir depuis le début ce qu'on voulait faire. Donc, j'avais commencé dans la physique. Mon premier stage, c'était dans la science des neutrinos. Donc, je regardais des neutrinos qui sortaient d'un réacteur nucléaire, donc quelque chose qui a à peu près rien à voir, à part le fait que j'analysais des données. Et j'aurais jamais pu savoir que je finisserais par faire une thèse en neurosciences. 5-7 ans après, que je finirais par défendre ma thèse en neurosciences computationnelles, après avoir fait des sciences cognitives. Donc n'ayez pas peur un peu de changer de domaine, de ne pas savoir à la base ce que vous allez faire. Et aussi, si je veux rajouter un conseil, peut-être dans le même genre, mais un peu différent, n'hésitez pas aussi à parler au public, à parler aux autres gens de votre entourage, qui sont même pas forcément des scientifiques, de ce que vous faites. Alors après, c'est vrai que quand on est thésard, quand on vous demande « mais qu'est-ce que vous faites dans votre thèse ? Quand est-ce que vous allez finir votre thèse ?» on commence à en avoir marre. Mais c'est bien de savoir un peu le genre de questions, qu'est-ce qui est intéressant pour les gens, qu'est-ce qui est important. Parce que si on part dans des choses fondamentales, parfois on peut être assez loin du concret, de ce qui peut vraiment changer la vie des gens, changer la vie des patients, avoir des applications concrètes dans le monde réel. Et je trouve que de parler avec les gens, même dans des cas d'événements de vulgarisation comme ça nous permet de rester ancrés, de décider un peu ce qu'on veut faire pour avoir des vraies applications dans le monde réel. Voilà. Donc moi déjà, je me joins
à ce qui était dit en général. Donc voilà, il faut s'écouter. Et après, je vais donner un peu des choses un peu plus concrètes dans les cas de recherche, etc. Donc le premier important choix, c'est le choix de son laboratoire de thèse. Donc où est-ce qu'on va faire une thèse. C'est le choix du sujet. Et en recherche, il faut travailler sur quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous fait pas réveiller, exciter d'aller découvrir, d'aller faire. Bon, c'est pas la peine. Donc déjà, moi par exemple, j'ai payé ça parce que j'ai travaillé, j'ai fait un master finalement sur un sujet qui m'intéressait pas, la biotechnologie. Donc ça m'a pris un peu de temps pour trouver ce qui m'intéressait, mais en fait, ces 2 ans qui m'ont pris pour me réorienter, je pense que je l'ai gagné 4 fois en ayant travaillé excité et content. Et après aussi, il faut être bien entouré, c'est-à-dire quand on regarde un peu son laboratoire, bon, on regarde les sujets et après on peut peut-être aussi c'est important aussi de voir, d'étudier un petit peu le laboratoire à l'avance, c'est-à-dire bon, il faut voir est-ce que la directrice ou le directeur du laboratoire c'est quelqu'un d'actif, productif, etc. en termes de publication, de visibilité, donc ça c'est un facteur, mais est-ce que c'est un environnement de travail sain? Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter d'aller contacter des gens qui travaillent déjà au laboratoire pour savoir comment ça se passe, etc. Et après, ensuite, il y a les postdocs. Donc, les postdocs, donc déjà, ça va être un petit peu le même type de décision. Et c'est aussi un moment important dans lequel on peut réviser ce qu'on croyait aimer en thèse. Moi, c'était le cas. Donc, je n'ai pas changé radicalement, mais grâce au postdoc, je me suis un petit peu réorienté vers ma niche actuelle. Donc, voilà, c'est aussi un moment de changement. Et c'est aussi un moment dans lequel il faut voilà, bien viser son coup. Donc, il faut aller dans un laboratoire qui fonctionne bien, mais il ne faut pas non plus y perdre la santé. Donc, un petit peu d'études, de prospection, voilà, c'est intéressant. Bon, et après... Moi, la grande leçon en devenant chef d'équipe, etc., apprendre, c'est vraiment celle de la résilience parce que, voilà, comme je disais, c'est un travail qui est assez compétitif. Et en fait, c'est normal que ce soit compétitif parce qu'enfin, la science, c'est une compétition entre idées, sauf que les idées elles-mêmes, elles ne peuvent pas être en compétition. Donc, c'est un peu une compétition entre les femmes et les hommes qui portent ces idées. Et donc, voilà, il y a une compétition pour les ressources. Et donc, vous allez recevoir, si le plus de plus vous avancez en plus, disons, des feedbacks négatifs, des échecs, la demande de financement qui ne marche pas, etc. Et par rapport à ça, il faut vraiment se braquer, savoir un peu normaliser l'échec voilà, le plus possible, essayer d'être focus sur les choses positives dans notre métier. Et enfin, une autre chose importante, c'est que peut-être plus dans ma position que dans d'autres métiers, on peut vraiment choisir avec qui on travaille, donc les collaborateurs. Puis dans les années maintenant, je ne travaille qu'avec des amis, donc c'est déjà naturellement choisi, donc c'est un processus de sélection juste. Mais en fait, voilà, c'est du coup, tu vas au travail comme si tu vas voir des amis, de fait, tu es en train d'aller discuter toute la journée des amis sur des choses qui t'intéressent. Donc ça, pour le coup, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en recherche, mais pour le coup, sélectionner son environnement, c'est quelque chose qu'on peut, avec le temps, faire de plus en plus, et c'est important, je trouve. Merci. Donc, si je résume, il faut savoir diversifier ses expériences, saisir les opportunités et rebondir même en cas d'échec, et puis planifier quand même un petit peu son parcours, notamment quand on postule à des bourses de recherche. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps pour encore 1 ou 2 questions. Je pense plus une question que 2. Est-ce que dans la salle, il y en a qui aimeraient... Oui. Attendez, juste le micro, c'est mieux, parce que là, en plus, on est... Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est préférable de faire plusieurs masters si on ne sait pas effectivement tout à fait vers quoi s'orienter, ou s'il est préférable d'avoir vraiment une thèse et après, avec cette thèse, de progresser Alors moi, je dirais pas c'est préférable. Donc, je pense pas que c'est préférable. Par contre, clairement, il faut pas hésiter à le faire. Si à la fin du premier master, on s'est dit, par exemple dans mon cas, ah mais moi je pourrais pas passer toute la journée à faire des PCR, à piquer des souris, et, ça me donne envie de me pendre. Donc dans ces cas-là, voilà, ça vaut la peine de perdre 1 ou 2 années pour faire un master plutôt que ça. Mais la thèse, pour vous, est vraiment importante?
Oui, mais c'est pas tout non plus. C'est-à-dire, oui, bien sûr, la thèse, c'est important. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement changer de façon radicale après la thèse, mais par contre, il faut aussi se dire c'est une étape. C'est une étape sur un chemin. C'est pas l'arrivée. C'est pas j'ai fini la thèse, après, du coup, bon, moi, je ferme la boutique, c'est fini, etc. Parce que un des avantages, donc, il y a, comme je disais, travailler avec des amis, mais aussi, moi, mon travail, je suis un étudiant, en fait. Tous les jours, je lis des choses, j'achète des livres. Maintenant, voilà, je pourrais me définir un psychologue. Alors, j'ai jamais étudié la psychologie, juste parce que pendant des années, je me suis formé tout seul à ça. Et voilà, et qui sait, peut-être d'ici 10 ans, j'aurai moins d'idées techniques, je serai philosophe. C'est possible, c'est un des luxes que je peux avoir dans mon métier. Voilà. Donc voilà, la thèse, c'est pas du tout la fin du tout, c'est une étape importante, mais une étape. Est-ce que c'est nécessaire même la thèse, selon vous, pour travailler dans le domaine des sciences cognitives? Je pense à toi peut-être, Sophia. Est-ce que c'est... Pour faire de la communication scientifique ou de la vulgarisation, pas forcément. Alors, moi, je peux parler un peu des expériences autour de moi, surtout. Je sais que dans le monde de l'industrie dans le monde de l'industrie, c'est quand même très recommandé. De plus en plus, souvent, on regarde des profils qui ont un doctorat dans la thématique d'expertise demandée pour les personnes qui veulent travailler en tant que consultante dans des entreprises ou dans des industries pharmaceutiques. Mais je pense que si on veut même juste intégrer le monde de la recherche sans faire de thèse, ça reste possible. On peut toujours être ingénieur d'études, on peut être technicien de recherche, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas envie de vous engager, du moins tout de suite, parce que je pense qu'une thèse, on peut aussi en faire une plus tard. Ça peut tout à fait attendre. On n'est pas... Peut-être que vous pouvez vous confirmer ou pas. Merci de soulever ces points. Les figures professionnelles que tu viens d'évoquer, c'est des figures qui sont vraiment fondamentales dans un laboratoire et dans une équipe. Moi, je les valorise beaucoup. D'ailleurs, je les intègre aux recherches comme des chercheurs. Et moi, j'ai eu deux thésards qui ont commencé comme ça. Ils ont travaillé 2 ans comme assistants de recherche, ingénieurs d'études, et qu'ils ont fait la thèse après, effectivement. Et en plus, on se connaissait, et ça se passe très bien. Ouais. C'est une très bonne remarque. C'est ça, en tout cas, pour moi, je pense qu'on peut très bien travailler dans les sciences cognitives, même dans le milieu des startups aussi, et le milieu entrepreneurial. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une thèse. Je trouve qu'une thèse, c'est quand même quelque chose de passionnant, mais il faut vraiment, vraiment être motivé pour le faire. Et si on a envie de continuer dans les sciences cognitives sans forcément passer par la thèse, il faut se dire que c'est juste possible, il faut juste essayer de trouver les opportunités. Pourquoi pas soi-même monter quelque chose qui nous plaît, ou voir avec des amis si on a un centre d'intérêt commun et se lancer dans une entreprise ou dans une association. Mais je pense que ce n'est pas un passage obligatoire. Enfin, en tout cas, moi, je voulais en faire une au départ. Je finis par ne pas en faire une et je suis très épanouie. Et je fais, même si ce n'est pas forcément dans mon profil professionnel, je fais quand même des sciences cognitives tous les jours puisque je rédige des articles, je fais des recherches, je me mets à jour, etc. Donc, ce n'est pas la même forme de travail qu'un chercheur en sciences cognitives, mais je m'épanouis tout autant et je suis tout autant à jour sur ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, voilà. Alors, merci. Malheureusement, le temps est écoulé. Heureusement, entre guillemets, pour ceux qui arrivent après. Je vous propose de nous retrouver sur le stand de l'Afresco. Vous pourrez retrouver des QR codes à flasher pour accéder au registre des alumni et aussi vous y enregistrer si vous avez déjà, vous êtes déjà jeune actif ou jeune chercheur dans le domaine. Et on a aussi des QR codes à flasher pour accéder à nos autres contenus métiers. Donc on mène dans le cadre du projet du Salon des métiers. Et mardi soir, on anime en ligne et gratuitement un webinaire avec Christophe Rodeau, qui est vulgarisateur scientifique. Donc on peut aussi se retrouver mardi soir à 19h15 sur Zoom. Voilà, merci d'avoir assisté à ces présentations. Merci à nos invités, c'était super intéressant.